Bonjour, donc je suis Rosane Collin, je suis sage-femme, moi, enseignante à l'école de sage-femme de Nantes. Et puis je fais aussi partie de l'équipe des formateurs du laboratoire de simulation de l'Université de Nantes. À quoi sert la simulation en santé? Sûrement à améliorer les pratiques individuelles et collectives. Alors la simulation en santé, on peut la trouver dans le domaine de la formation initiale pour les étudiants. Là, ça se passe en mono ou en pluriprofessionnel. Et puis, la deuxième partie de la simulation en santé, c'est la simulation dans le cadre du développement professionnel continu. Et ces séances de simulation dans le cadre du développement professionnel continu se passent de manière pluriprofessionnelle. Médecins, infirmières, sages-femmes, auxiliaires ou aides-soignantes. Où est-ce qu'on peut réaliser cet enseignement basé sur la simulation? Soit dans le laboratoire de simulation, les apprenants viennent au laboratoire de simulation, soit c'est la simulation in situ, c'est-à-dire que les apprenants restent dans leur environnement de travail et c'est les formateurs qui se déplacent avec du matériel dans les établissements. Alors moi, je vais vous parler de deux domaines dans lesquels j'exerce, enfin un particulièrement dans lequel j'exerce comme formatrice. C'est le domaine de la réanimation, de la prise en charge des situations de crise en obstétrique, et puis la réanimation du nouveau-né en salle de naissance. Alors ça, je vais passer. La simulation, donc Madame de Renager vous l'a dit tout à l'heure, le principe fondateur de la simulation, c'est jamais la première fois sur le patient. Donc dans les séances de simulation, il y a un droit à l'erreur dans l'apprentissage. L'idée, c'est de progresser à partir de nos erreurs pour apprendre à travailler efficacement en situation critique. Alors, pourquoi l'enseignement par simulation? Pour acquérir des connaissances, des compétences et s'entraîner à reconnaître et affronter des situations qui peuvent être graves et souvent rares. Alors, par exemple, dans le domaine de l'obstétrique, c'est l'hémorragie du postpartum, c'est l'arrêt cardiaque maternel, et puis pour la néonatologie, c'est l'arrêt cardiaque aussi, c'est le massage cardiaque externe, la pose d'un cathé veineux ombilical, tous ces gestes qu'on fait très peu dans une carrière, la dystocie des épaules pour les sages-femmes, des gestes qu'on fait très très peu dans une carrière et qu'on est amené à apprendre de manière un peu moins stressante dans un processus de simulation. Alors, les objectifs pédagogiques de l'enseignement par la simulation, c'est d'améliorer les pratiques et surtout la qualité et la sécurité des soins. L'idée, c'est de comprendre et d'améliorer notre communication entre professionnels, de tester nos compétences personnelles et notre adaptation aux aléas, et puis notre capacité individuelle à interagir au sein d'une équipe. L'idée, c'est aussi de savoir demander de l'aide de manière appropriée. Un quatrième objectif, c'est de décider avec pertinence à quel moment le patient ou le nouveau-né, puisque moi je vous parle de la néonatologie, a besoin d'être transféré dans un service possédant un plus haut niveau de compétences. Et puis, mais ça je ne vais pas le développer puisque je pense qu'Angélique va le développer, Bono-Antignac va le développer beaucoup plus que moi. C'est au sein de cette séance de simulation d'apprendre le savoir-faire, mais aussi le savoir-être pour ce qui concerne l'annonce d'événements indésirables graves ou de choses graves aux patients, mais aussi au sein d'une équipe. Alors, l'enseignement basé sur la simulation, il est conforme aux référentiels nationaux de chaque profession. Il y a une fiche qui a été éditée en décembre 2012 par l'HAS, que vous pourrez retrouver sur Internet sans problème. Et les principes déontologiques de l'enseignement basé sur la simulation, c'est la bienveillance, le respect des interventions de chacun, de chaque profession, sans jugement de valeur ou sans juger du niveau de compétence du soignant qui est là. Et un troisième principe important, c'est la confidentialité. Ce qui se passe au SIMU reste au SIMU. Par exemple, moi je suis à la fois enseignante à l'école de sage-femme et puis les étudiantes viennent au SIMU, au laboratoire SIMU, apprendre. Tout ce qui se passe au SIMU reste au SIMU et je n'en reparle pas en équipe pédagogique à l'école de sage-femme. Alors, les apprenants, les gens qui viennent pour ces séances de simulation, à quoi s'engagent-ils? Ils s'engagent à participer de manière active et constructive, on va le voir tout à l'heure, aux mises en situation qui vont être proposées tout au long de la journée et au débriefing. Et puis, les apprenants s'engagent aussi à suivre l'ensemble de la formation de manière exhaustive. On ne peut pas venir juste le matin ou juste l'après-midi ou juste 2 heures. On vient pour l'ensemble de la formation. Alors, la simulation, elle s'insère évidemment dans un cycle d'apprentissage. Jamais elle ne remplacera les stages sur le terrain puisque la simulation n'apprend pas le sens clinique. On n'a pas un vrai patient en face de soi. Alors, juste un petit bilan d'activité, je vous laisse lire les chiffres. C'est pour vous dire que la simulation en néonatologie, au niveau des Pays de la Loire, a commencé en 2011 pour la néonatologie. Il y a 734 professionnels déjà formés. Et la simulation en obstétrique est un peu plus jeune, elle.
Elle a démarré en novembre 2014 et au 31 décembre 2015, il y avait 70 professionnels qui avaient participé aux séances de simulation. Alors un élément financier, parce que la simulation c'est bien, mais ça coûte cher. Donc je vous laisse lire le prix des tarifs d'inscription par journée pour les professionnels. C'est des formations qui coûtent cher parce qu'un centre de simulation, il faut l'entretenir, il y a un investissement en locaux, en matériel, et puis il y a la formation des formateurs et la rémunération des formateurs qui est à prendre en charge aussi. Et ça a un certain coût. Ce qui est compliqué un peu dans la simulation, c'est comme c'est une jeune discipline, avant que les séances de simulation soient un peu clés en main et que puissent accueillir des apprenants, il y a tout un temps bénévole de la part des formateurs qui peut pas être comptabilisé. Alors, une séance de simulation, ça dure une journée. Sur une journée, on propose 3, 4, 5 scénarios, ça dépend un peu du groupe d'apprenants qu'on a. Et chaque scénario se passe en 3 étapes que je vais vous détailler maintenant. Donc, avant de démarrer les scénarios proprement dits, on discute avec les apprenants des apports théoriques dont ils ont besoin, parce que chaque groupe a des besoins un peu différents, suivant si c'est une formation initiale, les besoins ne sont pas les mêmes que si c'est une formation professionnelle continue. Et même au sein d'un groupe pluriprofessionnel, médecins, sages-femmes, auxiliaires, infirmières, anesthésistes, les besoins d'un groupe peuvent être différents d'une journée à l'autre. Et donc l'équipe de formateurs s'adapte aux besoins des apprenants dans un premier temps, avant qu'on démarre vraiment la séance de simulation en tant que telle. Donc c'est là qu'on va utiliser la simulation basse fidélité pour apprendre par exemple juste avec une tête à intuber un nouveau-né. Donc ça c'est la simulation haute fidélité. Et puis après on va démarrer l'étape vraiment de simulation en tant que telle au labo de simulation avec le briefing, c'est-à-dire expliquer tout ce qui s'est passé avant la prise en charge. Il y a une présentation des locaux puisque dans le labo de simulation on utilise un mannequin haute fidélité piloté par ordinateur. Donc ça c'est une première possibilité. Et le deuxième mannequin haute fidélité qu'on peut utiliser, c'est le mannequin hybride, c'est-à-dire c'est à la fois, c'est un mix entre une partie, alors je parle pour l'obstétrique par exemple, un bassin artificiel, et puis un vrai patient, une vraie personne qui joue le rôle de la patiente. C'est en ça que ça se rapproche un peu de ce que développera ensuite Madame Bonin-Antignac. Donc une fois qu'on a fait cette étape de briefing, on passe à l'action. On joue les scénarios. Donc les scénarios, c'est-à-dire 10-15 minutes à peu près par scénario. C'est l'environnement d'une salle de naissance reconstituée pour la réanimation néonatale et la réanimation obstétricale. Ce sont des scénarios proches de la réalité que les apprenants peuvent rencontrer dans leur vie professionnelle. Et puis les apprenants, par groupe de 2 ou 3, participent au scénario. Et en général, les scénarios dans la journée vont de difficultés croissantes. Pendant ce temps-là, donc, il y a une régie sur laquelle les formateurs, un des pilotes de l'équipe de formateurs peut faire varier les constantes, par exemple, du patient. Et puis le reste des apprenants, qui lui ne participent pas au scénario, est dans une autre salle où est retransmise en direct ce qui se passe dans la pièce où est joué le scénario. Donc c'est une salle, il y a une retransmission vidéo. Et puis la dernière étape, qui est l'étape 3, c'est l'étape de débriefing. C'est sûrement l'étape la plus importante. Elle doit normalement durer 20 à 30 minutes par scénario. Donc c'est une phase d'analyse et de synthèse pour pouvoir un peu voir... alors attendez, parce que là... Voilà, c'est une phase d'analyse et de synthèse qui permet de voir si le scénario s'est déroulé correctement et optimiser les acquisitions des apprenants. Cette analyse et cette synthèse, elle est réalisée par ceux qui ont participé au scénario d'abord, ensuite par ceux qui ont regardé, qui étaient dans la salle à côté, et puis par les formateurs. L'idéal, c'est que les formateurs aient le moins à intervenir possible et que les apprenants arrivent à débriefer entre eux de ce qui s'est passé, de ce qui a été fait de manière optimale et de ce qui a été fait de manière peut-être un peu moins optimale. Voilà, donc c'est un débriefing qui est bienveillant. Il y a l'expression de chacun, un dialogue constructif et non sanctionnant. Et puis, on va essayer donc de dégager, je vais revenir là, les points positifs et les points qui nécessitent des axes d'amélioration. Donc l'analyse, elle est collective et on fait une synthèse à l'aide des recommandations des sociétés savantes de la néonatologie ou de l'obstétrique pour les domaines dont je vous parle là ce matin. Alors pendant ce débriefing, il faut bien évidemment gérer le stress, parce que venir à une séance de simulation, c'est toujours un peu stressant. Donc le stress des apprenants, la peur de mal faire, la peur de s'être trompé et la peur de s'être trompé devant les autres. Et puis gérer l'échec en sachant très bien qu'en séance de simulation, il y a un prérequis qui est donné aux apprenants en début de journée. Le patient ne meurt jamais en séance de simulation, quelle que soit la prise en charge.
le bébé ne meurt pas, la maman ne meurt pas. Et pour ça, dans l'équipe de formateurs, il y a un facilitateur qui intervient si besoin pour remettre l'équipe qui joue le scénario dans les rails et pour leur donner des éléments pour revenir sur leurs décisions et reprendre les bonnes décisions. Alors, comment sont évalués les apprenants, les gens qui viennent à ces séances de simulation? Ils sont activement associés à l'évaluation. Il y a une auto-évaluation puisque dans la première phase du débriefing, les apprenants qui ont joué le scénario disent ce qu'ils ont ressenti et analysent ce qu'ils ont fait. Et puis il y a une évaluation entre pairs puisque ceux qui ont regardé dans la salle à côté participent à l'évaluation. Et il y a enfin un apport des formateurs. L'apprentissage se fait par essai, erreur, évaluation et proposition de mesures correctives. Possiblement, on peut utiliser l'outil vidéo parce que tous les scénarios sont filmés, ils sont retransmis en direct dans la salle d'à côté et ils sont aussi filmés. Et pour l'évaluation, ça arrive qu'on ait besoin d'utiliser une partie ou une petite ou une plus grande partie de la séquence pour appuyer quelque chose qui n'a pas été vu par exemple par tout le monde. Et ça arrive de temps en temps que les gens qui étaient dans la salle à regarder n'ont pas vu la même chose ou n'ont pas compris la même chose que ceux qui étaient à jouer le scénario. Donc de remettre, enfin souvent un bon film c'est mieux qu'un long discours, de remettre une petite séquence du scénario, ça permet de gagner beaucoup de temps et les gens qui étaient apprenants et qui ont joué le scénario voient ce dont on leur parle et ce qu'ils ont pu faire au moment où ils l'ont fait. Donc cette évaluation des apprenants, l'idée de la simulation, c'est vraiment de ne pas se contenter d'absorber l'information, mais d'avoir une stratégie qui permet une prise en charge médicale optimale des patients. Et l'idée, c'est de pas être passif, un peu comme vous êtes là ce matin, mais d'être actif au moment de l'apprentissage pour mieux apprendre et surtout ne jamais rompre avec l'envie d'apprendre. D'où l'idée de bienveillance, on met l'accent sur les points qui ont été et aussi sur les points qui n'ont pas été. L'idée, c'est pas de dire oh, bah, c'était bien, même si effectivement la prise en charge n'était pas optimale, mais toujours dans un souci de bienveillance et de construction. À la fin de la journée de simulation, il y a une remise de documents. Alors pour la réa néonate, c'est un manuel parce que l'ILCOR, en anesthésie, ils ont beaucoup d'avance sur la simulation. Donc l'ILCOR réa néonate a édité un manuel. Et puis pour l'obstétrique, il y a le diaporama des apports théoriques. Plus, à la fin de chaque débriefing, de chaque scénario, l'ensemble des participants et des formateurs a rédigé un take-home message sur les points clés à retenir ou à améliorer. Et on remet ce take-home message aux apprenants en fin de simulation. L'évaluation de l'impact du programme, il se fait avec les apprenants en fin de simulation. Par les apprenants entre eux, on fait un débriefing en groupe. Et puis chaque apprenant remplit un questionnaire de satisfaction. Et une fois que les apprenants sont partis, les formateurs entre eux débriefent de la journée de simulation. Mais alors pas de ce qui s'est passé, enfin pas de ce qui a été ou pas été avec les apprenants, mais de ce qui a été ou pas été dans notre pédagogie et notre façon de fonctionner dans le groupe de formateurs. Voilà. Et si besoin, ou de temps en temps, il arrive qu'un formateur qui ne participe pas vraiment à la journée vienne uniquement, ponctuellement ou sur toute la journée, pour discuter après avec l'équipe de formateurs de la façon dont la journée a été menée. Voilà. Et puis chaque centre remplit un bilan annuel d'activité avec le nombre de formés, le nombre d'heures par formateur, le ratio apprenant-formateur, enfin voilà. Alors dans l'équipe de formateurs, il y a toujours au moins un expert du domaine, un expert en obstétrique et un expert en néonate pour les deux domaines dont je vous parlais, et un facilitateur qui peut intervenir à tout moment auprès des apprenants. Cette équipe de formateurs, elle a des compétences en simulation, soit une attestation, soit un DU de formateur en simulation et ou un DU de pédagogie. Et puis, les formateurs s'engagent quand même à déclarer leur conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. On peut tout à fait avoir des conflits d'intérêt, mais il faut que ces conflits soient déclarés. Voilà. Donc, pour terminer, les bénéfices de l'apprentissage par la simulation, c'est sûrement une amélioration du travail en équipe, une amélioration des compétences théoriques et pratiques. Ça, c'est bien si on fait des formations répétées. Le problème des formations répétées, c'est qu'il faut libérer les agents et que ça coûte assez cher. Et puis, par contre, ce qui a été prouvé de manière, suite à plusieurs études sur l'enseignement par la simulation, c'est une amélioration de la coordination et de la communication pour une meilleure cohésion des équipes. On est étonné en équipe de simulation, même si les gens viennent un peu d'horizons différents, à quel point les gens peuvent aller au fond de l'analyse sur les causes primaires qui ont fait que ça a dysfonctionné, mais aussi sur les causes racines. Et on se dit des choses en journée de simulation qu'on se dirait peut-être pas dans la vraie vie, sur une vraie journée de service. Et on se le dit peut-être avec beaucoup plus de bienveillance. Alors les enjeux futurs, c'est la dernière diapo. Est-ce qu'un jour la simulation, ça va servir à évaluer, certifier comme
dans l'aéronautique où en fait chaque pilote passe 2 fois, les pilotes en aéronautique passent 2 fois par an au simu, mais 1 fois par an, s'ils ne réussissent pas le simu, ils ne peuvent plus voler. Pour l'instant, en santé, on n'en est pas du tout là, mais est-ce qu'un jour, ça évoluera vers ça? On n'en sait rien. Et puis, il y a une trentaine de centres de simulation en santé, qui ont des laboratoires de simulation en France actuellement, là. En mai 2015, la HAS a édité un guide. Alors, pour l'instant, c'est sur la base du volontariat. C'est une évaluation qui durera 4 ans pour chaque centre. Et les centres qui voudront être évalués, ce sera sur la base du volontariat. Mais en tout cas, tous ces centres, un jour, il faudra un peu évaluer, parce que tout le monde ne fait pas forcément la même chose. Je vous remercie de votre attention. Merci.